Dans un instant, l'aventure humaine nous emmène explorer une épave de l'âge de bronze au large de la Turquie. Et à 21h50, d'un saut, nous nous retrouvons à l'âge du cuivre pour y partager la vie quotidienne en Mésopotamie. Bonne soirée avec Arte. Ce programme vous est présenté avec les Échos Week-end. Il y a 3800 ans, le commerce des métaux était déjà remarquablement développé autour de la Méditerranée. À tel point qu'il fonctionnait sur un mode quasi industriel. Procédés d'extraction, techniques de fonte, normes de livraison. Mais aussi comptoirs organisés en réseau et centres d'échange répartis sur tout le pourtour méditerranéen. Anticipant le droit du commerce, il a même engendré la toute première décision de justice connue de l'histoire. Il fallut en conséquence inventer des modes de conditionnement astucieux, fabriquer des lingots et construire des voiliers capables d'affronter la haute mer. Une aventure à l'issue incertaine. Des siècles durant, l'Est de la Méditerranée a été la plaque tournante d'un commerce florissant. Près de 1800 ans avant notre ère, les voiliers de marchandises convoient des produits de toutes sortes vers les grands ports du monde connu. Ils transportent notamment du cuivre et de l'étain, à partir desquels les forgerons élaborent un nouvel alliage, le bronze. Le bronze est à l'origine d'un essor sans précédent, à tel point qu'on donnera son nom à une période de l'histoire de l'humanité. L'âge de bronze marque un véritable tournant. Nous savons tous qu'il y a eu l'âge de la pierre, du bronze et du fer, mais ça dépasse la simple découverte d'un matériau. Le bronze entraîne des bouleversements sociaux considérables. Avec lui apparaît le concept de richesse. Plus on possède de métal, plus on est riche, et plus on peut s'offrir de biens et de services. Tout commence il y a 5000 ans au Proche-Orient. Ces pépites aux reflets verts, du cuivre, ne sont-elles pas intrigantes? Placées dans le feu, elles fondent. Que se passe-t-il si on y ajoute de l'étain? Tout dépend des proportions. Jusqu'au jour où, avec 9 parts de cuivre pour une d'étain, il se produit quelque chose. Le mélange obtenu est dur, bien plus que le cuivre, mais il reste aisément malléable. Le nouveau matériau présente des avantages jusqu'alors insoupçonnés. Il servira à la fabrication d'outils. Grâce au bronze, les hommes vont pouvoir fabriquer des outils et des instruments qui leur permettent de progresser. Par exemple, ils pourront abattre des arbres plus grands, donc fabriquer de plus grands bateaux. Et faire de plus longs voyages. Les gisements d'étain sont rares, et le plus souvent, ils sont éloignés des mines de cuivre. Selon les chercheurs, ce n'est pas le hasard qui a amené les hommes de l'âge de bronze à mélanger les deux métaux. Dans l'actuelle république du Tadjikistan, située au pied des montagnes du Pamir Alai, se trouve la mine de Mouchiston.
Le professeur Weisgerber du musée des mines de Bochum, en Allemagne, est en route vers ce gisement millénaire situé à près de 3000 mètres d'altitude. La piste caillouteuse s'arrête à mi-parcours. Ces mines antiques sont désaffectées depuis bien longtemps. À l'intérieur de la mine, la température n'est que de quelques degrés. Les larges galeries ont été creusées par les mineurs soviétiques il y a quelques dizaines d'années. Ce faisant, ils ont malheureusement détruit les boyaux d'origine. Pour atteindre la partie qui était exploitée à l'âge du bronze, il faut descendre jusqu'à 80 mètres de profondeur. De l'azurite. Cette trace de cuivre date de l'exploitation récente de la mine. Le professeur Weisgerber espère trouver des dépôts plus anciens. Ce boyau n'a pas été remanié. À l'intérieur, des traces anciennes. Elles sont probablement vieilles de 3000 ans. La lumière de la lampe fait ressortir des filons bleu-azur, parcourus de cuivre vert et d'étain jaune-vert. Les deux, directement côte à côte. Nous sommes ici dans un endroit unique. C'est la première fois qu'on voit ça. De l'étain et du cuivre dans le même minerai. C'est certainement pour cela que le minerai de Mugistone était si précieux pour les hommes de l'âge du bronze. On se trouve quand même à 3000 mètres d'altitude et il y neige parfois en août. Pourtant, ces hommes n'ont pas hésité à exploiter ces gisements. En faisant fondre cet alliage naturel de cuivre et d'étain, les tout premiers mineurs ont rapidement compris qu'il présentait de l'intérêt. Un échantillon de roche de Mugistone est envoyé au laboratoire d'archéométrie de Mannheim en Allemagne. Le professeur Pernitzka va en analyser la composition. Il cherche à savoir si les proportions d'étain et de cuivre du minerai que l'échantillon contient conviennent à la formation d'un alliage. Et effectivement, à la fin du processus de fonte, on obtient bien du bronze. L'importance de la mine de Mugistone tient non seulement à la richesse considérable du gisement, on parle de 70 millions de tonnes, mais aussi à la présence dominante de pyrite d'étain. Il s'agit d'un minerai relativement rare qui contient à la fois du cuivre et de l'étain, en plus du fer et du soufre. Sans rien lui ajouter d'autre, il suffit de le faire fondre pour obtenir du bronze. Ce métal est très proche de l'or. Il n'a pas manqué d'attirer l'attention des hommes de l'époque. L'Égypte au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Le règne de Ramsès II, l'époque des grands chantiers. La fabrication d'outils engloutit d'énormes quantités de bronze. Une industrie florissante se développe. Ces peintures murales, retrouvées dans la tombe du vizir Rekmiré, en témoignent. Certains foyers atteignent 15 mètres de diamètre. Une seule fonderie fait travailler une quarantaine de forgerons. En une journée, ils transforment 9 tonnes de cuivre et d'étain. À Pi-Ramsès, sa capitale, le pharaon Ramsès II aménage la première fabrique connue de bronze de tous les temps. Une entreprise gigantesque qui ne produit pas seulement du bronze, mais aussi du verre, en grande quantité. Sur un emplacement de 6000 m², on exploite pas moins de 15 fonderies et 4 fours. Certainement la plus grande installation de ce type dans tout le bassin méditerranéen, et la plus rentable. L'alimentation en charbon de bois, l'entretien des feux et les manœuvres aux fosses de coulée se font à la chaîne. Pi-Ramsès est un centre métallurgique.
Dès lors, un système de transport efficace s'impose, ainsi que des conditionnements appropriés. On embarque les liquides dans des amphores. Le verre et le métal sont transportés sous forme de lingots. Le château Saint-Pierre se trouve en Turquie, dans le port de Bodrum. Cette forteresse médiévale abrite un musée d'archéologie sous-marine et le plus grand trésor de l'âge du bronze. Son directeur conduit Unzal Yalçın, spécialiste de la métallurgie antique, dans les réserves du musée. Unzal Yalçın veut examiner la cargaison de l'épave d'Uluburun, l'une des plus anciennes du monde. Elle contenait notamment 9 tonnes de cuivre fondu en 354 lingots. Unzal Yalçın veut savoir d'où provient ce métal. Dans l'Institut d'archéologie sous-marine qui jouxte le musée, les spécialistes restaurent les vestiges de l'épave d'Uluburun. Sur la couche de corrosion apparaît un premier indice. Ce signe bien visible, semblable au sceau d'un fabricant, fait référence à Chypre. Cette limaille de cuivre pur a plus de 3500 ans. De retour au musée des mines de Bochum, Unzal Yalçın analyse l'échantillon avec un spectromètre atomique. Il cherche à connaître ce que l'on appelle l'empreinte digitale du métal. L'examen semble confirmer que son origine est chypriote. Un résultat qu'il faudra encore valider en comparant cet échantillon avec d'autres. À l'âge du bronze, Chypre, la 3e plus grande île de la Méditerranée, était aussi l'un des plus grands producteurs de ce métal. Le nom de l'île vient du latin cuprium, qui signifie cuivre. Chypre est surnommée l'île aux 1000 mines. Les Chypriotes perfectionnent les modes de production. Pour abaisser le point de fusion, les forgerons mélangent le minerai avec de la silice ou de la roche contenant du manganèse. Ils peuvent ainsi contrôler la fluidité de la coulée de métal en fusion. Les lingots ont l'aspect d'une peau de bœuf séchée. Chaque pièce mesure 60 cm sur 45 et pèse exactement 29 kg. Les métallurgistes chypriotes avaient le monopole du marché. Parce que pour fondre le minerai de cuivre riche en soufre, qui était très abondant sur l'île, ils ont mis au point un procédé en 2 étapes. Personne ailleurs n'y est parvenu. Et manifestement, ils ont réussi à garder ce procédé secret pendant des siècles. Si bien que du XVIe ou XIIe siècle avant notre ère, ils ont dominé le marché du bassin méditerranéen, autrement dit le marché mondial. Ces terrils rappellent l'hégémonie industrielle de l'île. Il y a là plus de 4 millions de tonnes de scories datant de l'Antiquité. À chaque pas, Unzal Yalçın trouve des restes de métal. En l'espace de 3500 ans, les mineurs chypriotes ont extrait au moins 200 000 tonnes de cuivre. Pour alimenter les fours, les chypriotes déboisent leurs forêts. Ils répètent même l'opération 16 fois d'affilée. Une telle exploitation n'est pas sans dommage écologique. Mais le cuivre apporte la richesse aux Chypriotes. Ils font des offrandes à leurs dieux pour que la source ne tarisse jamais. À proximité des mines, ils érigent de petites chapelles. Au sommet de leur panthéon siège le dieu des lingots. Il a pour attribut une barbe, des cornes, une lance et un bouclier. Cet être immortel est censé guider les Chypriotes vers de nouveaux gisements féconds. Unzal Yalçın se rend dans l'une des plus vieilles mines du monde à Chypre. Elle est exploitée depuis près de 6000 ans.
Cet échantillon sera analysé en Allemagne pour confirmer l'origine du cuivre de l'épave d'Uluburun. À l'aide d'un microscope électronique et d'un spectromètre atomique, les chercheurs déterminent la structure cristalline et la composition chimique du minerai. Les empreintes digitales des deux échantillons révèlent que le cuivre de l'épave et celui de la mine sont les mêmes sur le plan géochimique. C'est bien à Chypre que le bateau avait chargé sa cargaison de 9 tonnes de cuivre. Le navire transportait également une tonne d'étain nécessaire à la fabrication du bronze. D'où venait cet étain? Peut-être des monts métallifères. Mais on n'a trouvé aucune trace d'exploitation datant de l'âge du bronze. Et rien qui prouve qu'il y ait eu des contacts avec le Proche-Orient. Certaines sources babyloniennes parlent en revanche d'un pays de l'étain situé plus loin vers l'est. L'actuelle République d'Ouzbékistan, à plus de 3000 km de la Méditerranée. Sur l'ancienne route de la soie, près de Samarcande, les hommes de l'âge du bronze exploitaient la mine de Karnab. Gerd Weisgerber rejoint un confrère de la région. Ensemble, ils se rendent à Karnab. Pour atteindre les veines d'étain, il faut descendre le long de parois à pic. La déclivité est de 70 degrés, parfois 80. Jadis, les adultes creusaient la roche dans sa partie supérieure. Puis, les enfants prenaient le relais en raison de l'étroitesse du passage. À n'en pas douter, ces traces datent de l'âge du bronze. Autour de la mine, d'autres découvertes. Des milliers d'outils d'abattage, marteaux, pioches, percuteurs en pierre. Les anciennes fosses s'étendent sur près de 2 km² et devaient occuper une véritable armée de mineurs. L'épave d'Uluburun contenait 1 tonne d'étain. Or, à Karnab, il y a 600 à 1000 fosses comme celle-ci. Si une fosse produisait 1 tonne d'étain, on peut en conclure qu'on extrayait ici jusqu'à 1000 tonnes. Une telle production n'était certainement pas réservée à la consommation locale, mais plutôt destinée au commerce avec des contrées lointaines. Certains récits rapportent que le métal était transporté à dos d'âne jusqu'aux carrefours commerciaux de Mésopotamie, à 2000 km de là. Après avoir traversé les montagnes entourant Karnab, les convoyeurs affrontaient le désert pour atteindre Babylone, principal centre d'échange. Puis ils poursuivaient leur route jusqu'au port d'Ougarit, sur la Méditerranée, en Syrie, là où se croisaient les grandes routes commerciales. Les vestiges du palais d'Ougarit témoignent de son ancienne puissance, de même que les ruines des entrepôts et des ateliers. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, Ougarit était une ville active et cosmopolite. Les caravanes commerciales qui arrivaient par les terres avaient plusieurs solutions pour se rendre à Ougarit, car les routes se rejoignaient en entonnoir. Quand les marchandises étaient destinées à l'Égypte, par exemple, ou au bassin de la mer Égée, on les chargeait sur des bateaux. Ougarit pouvait faire cela, c'était toute sa force. C'est comme cela qu'elle a fait fortune. Dans le port, des bateaux en provenance d'Égypte, de Grèce et d'Asie mineure sont chargés de marchandises de consommation courante et de produits de luxe. Mais avant tout, des minerais. Le commerce est florissant. Les marchands installent leurs comptoirs le long des côtes. On échange des produits, mais aussi des connaissances.
Une multitude de produits nouveaux envahissent les marchés et stimulent la concurrence. Un âge d'or commence. L'âge du bronze marque le début du commerce au sens propre du terme. Au départ, c'est un échange de marchandises entre les élites de la société. Un roi offre quelque chose à un autre et inversement. Mais avec la nécessité de satisfaire l'économie domestique et d'approvisionner la population en matières premières, et notamment en étain et en cuivre, il se crée un système de commerce à proprement parler. Pour se procurer de grandes quantités d'étain et de cuivre, les souverains des États voisins détachent des agents à Ougarit. La demande de ces deux métaux est considérable. Leur cours est aussi élevé que celui de l'or. Les perspectives d'enrichissement ouvrent grand la porte aux escroqueries. Contrats et règles de vente n'existent pas encore. De l'ambre de la Baltique contre du cuivre de Chypre, ce troc se pratique couramment à l'époque. Et la qualité de l'ambre se vérifie facilement à contre-jour. Il est en revanche beaucoup plus difficile de savoir si un lingot en forme de miche de pain contient réellement du cuivre. L'acheteur émet des doutes quand le poids lui semble trop léger, à juste titre souvent. La vente de contrefaçon est déjà pratique courante à l'époque. Dans les laboratoires du musée de Bochum, les spécialistes en apportent la preuve. Ce lingot a été coupé en deux. Seule la couche extérieure est composée de cuivre. Plus de la moitié du lingot est constituée de scories sans valeur. Pour sanctionner les escroqueries, les monarques désignent une instance neutre. Plaignants et défendeurs s'y précipitent. Le métier de juge est une invention de l'âge du bronze. Pour rendre leur verdict, les titulaires de la charge s'appuient sur un manuel juridique détaillé. En 282 articles, le célèbre code de Hammurabi énumère les délits et les sanctionne ainsi. Œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion. Ce code est le tout premier recueil de lois du monde. Dans les pays islamiques, certaines de ces peines sont toujours en vigueur. Mais le bras de la justice n'atteint pas les marchands nomades. La sécurité du transport maritime est un point capital. Le transport terrestre était plus risqué. C'est toujours le cas aujourd'hui en Orient. Quand on voyage en Orient, on est régulièrement arrêté par des barrages de police et des agents qui vous demandent vos papiers. C'était la même chose à l'époque, sauf qu'on vous réclamait de l'argent. Sur l'eau, ça ne se passait évidemment pas comme ça. Les bateaux allaient d'un port à l'autre. Bien sûr, ils tombaient sur les percepteurs, qui leur demandaient de régler les droits d'accostage. Mais c'était prévu. Et entre deux escales, ils avaient rarement des surprises. Les voyages à travers la Méditerranée sont souvent très longs. Par calme plat, les marins tuent le temps en jouant. Les marchands les plus aisés fabriquent leur propre bière à bord. Sur les bateaux, elle fait partie de la nourriture de base, car elle se conserve plus longtemps que l'eau douce. Qui plus est, les levures évitent la multiplication des germes. Souvent, l'équipage reçoit ses gages en pain et en bière. Nous sommes à Munich, dans les locaux de la brasserie Weihenstephan, une annexe de la faculté des sciences.
La bière était la boisson de tous les jours. Tout le monde en buvait. La famille, les domestiques, à la ferme comme à la maison. Les chiffres sont ahurissants. On en consommait jusqu'à 6 litres par jour et par personne. Quel était le degré d'alcool de la bière à l'âge du bronze? Pour le savoir, on a reproduit le mode de fabrication dans les conditions de l'époque. On met de l'orge dans l'eau. La température est de 35 degrés. Une fois les graines germées, on obtient du malt, mis à sécher à une température de 50 degrés. Ce malt est mélangé à l'eau et les deux sont soigneusement brassés. On ajoute la levure. Le processus de fermentation peut commencer et avec lui, la création d'alcool. Les bières de l'âge du bronze avaient des teneurs en alcool variables. Quand elles venaient d'être faites, elles contenaient très peu d'alcool. Mais au terme du stockage, elles pouvaient être très fortes. C'est dû au fait que l'action de la levure était bloquée. En général, ça s'arrêtait autour de 12 degrés. C'est 2 fois plus que le degré des bières spéciales. Naviguer dans l'est de la Méditerranée avec un voilier lourdement chargé est une aventure à haut risque. Les bateaux voyagent de préférence le jour et par beau temps. Dans la mesure du possible, les capitaines choisissent une route qui longe la côte. Naviguer sans sextant ni boussole n'est pas un problème dans cette région. Sans point de repère sur les côtes, la navigation aurait été totalement impossible. Mais tout le pourtour de la mer Égée est balisé d'amers, de points de repère. C'est comme ça qu'ils s'orientaient. Dans l'Antiquité, les charpentiers de marine utilisaient l'assemblage par tenons et mortaises pour la construction des bateaux. Uniquement du bois et aucun clou. Les voiles sont taillées dans le lin. Mais le gouvernail est instable et les embarcations ne possèdent ni dérive ni quilles. Faire route vent debout est impossible. La plupart des bateaux font naufrage quelques mois après leur première mise à l'eau. Une traversée sur 3 se termine par une catastrophe. Si le vent et le courant poussent un tel voilier droit sur un récif, il est très difficile de rectifier le cap à temps. C'est peut-être ainsi qu'a péri à la fin du XIVe siècle avant Jésus-Christ, au large des côtes turques, le navire d'Uluburun. Les experts cherchent à reconstituer le naufrage. Ils évoquent plusieurs hypothèses. La lourde cargaison a-t-elle fait chavirer le navire? Y a-t-il eu une tempête, une attaque de pirates ou une erreur de navigation? Quand ils ont approché les falaises turques, au printemps ou en été, il se peut que le bateau ait été pris dans des rafales de vent rabattant. C'est sûrement ce vent qui l'a fait chavirer. Ou qui lui a fait perdre son cap et l'a poussé sur des récifs, ou quelque chose comme ça. Toute cette côte est jonchée d'épaves. Georges Bass et Kemal Poulak découvrent l'épave d'Uluburun en 1982. Depuis plus de 3000 ans, elle gît intacte au fond de l'eau avec toute sa cargaison.
L'équipe fera plus de 22 500 plongées pour dresser l'inventaire des vestiges et remonter le bateau et sa cargaison, dont 354 lingots en forme de peau de bœuf. Et de surprenants lingots de couleur bleu-azur, du verre. Jusqu'alors, les archéologues ignoraient s'il s'en produisait déjà à l'âge du bronze. Et à bord de l'épave, il y en a au moins 350 kilos fabriqués en Égypte. Et des cruches en céramique en provenance de Mycène en Grèce, une vingtaine. Exceptionnel, un vase à cosmétiques en forme de canard, un ivoire d'une grande finesse. Sans parler de l'ambre, 20 000 pièces en tout. Cette découverte exceptionnelle le confirme. Le bateau est bel et bien parti d'Ougarit. Il a fait escale à Chypre, en Crète, à Mycène, puis à Troie et sur les côtes de la mer Noire. Les marins ont ensuite fait route vers l'Égypte, où ils ont acheté des lingots de verre pour les échanger contre de l'étain à Ougarit. Quelques 1700 000 marins. Mais les souverains ne réservent pas l'emploi du bronze à leurs temples et à leurs palais. La roue et le chariot avaient déjà été inventés depuis longtemps, au moins 2000 ans auparavant. Mais il s'agissait de chariots très lourds, que l'on n'utilisait sans doute que pour les processions religieuses. Le char de guerre, lui, est véritablement une arme. Tracté par le cheval, que l'on commence à domestiquer à la même époque, le char a du panache et il est extrêmement rapide. Roues à rayons, châssis et harnais des chevaux sont en bronze et rendent le char redoutable. Les richesses suscitent des convoitises. Les déclarations de guerre se multiplient. On fabrique des armes que l'on stocke dans les arsenaux. Les revers de l'essor économique sont là. La lutte pour la domination de l'Est du bassin méditerranéen fait partie des heures sombres de l'âge du bronze. Néanmoins, c'est de là que date l'invention de l'écriture. Les Sumériens et les Égyptiens sont les premiers à la développer. Ils seront suivis par les Minoens, en Crète, mais beaucoup plus tard, en 1700 avant notre ère. C'est en Crète en effet qu'apparaît l'une des premières écritures d'Europe que l'on appelle le linéaire A. À ce jour, aucun chercheur n'a réussi à décrypter totalement ces signes mystérieux. Personne ne connaît la langue parlée des Minoens. Avec l'avènement de l'écriture minoenne, la Crète devient une puissance économique et culturelle. Le palais de Knossos témoigne de cet épanouissement. Au milieu du XVe siècle avant Jésus-Christ, les Mycéniens dominent à leur tour la Crète et la péninsule du Péloponnèse. Ils imposent leur propre écriture. Les principautés et les royaumes mycéniens s'imposent dans le monde égéen à la suite des Minoens. Ils reprennent le réseau commercial qu'ils avaient établi, du centre de la Méditerranée jusqu'en Égypte, vers le Levant et jusque dans le nord du monde égéen. Les Mycéniens succèdent aux Minoens sur tous les plans. Même leur écriture s'inspire des précurseurs minoens. Mais elle va se développer à part, afin de s'adapter à la langue grecque. Variante mycénienne, le linéaire B a simplifié les signes et est en quelque sorte une forme archaïque du grec. Le chercheur Georg Nightingale étudie ces textes depuis des années. Ce texte expose très clairement le mode de fonctionnement de l'administration mycénienne. Les textes en linéaire B sont extrêmement simples et obéissent à un schéma tout aussi simple. Ils commencent par une description de leur sujet. En l'occurrence, il est ici question d'épée. Ensuite, on trouve un pictogramme qui représente l'objet, une épée ou une dague. Et enfin, on a le signe du chiffre. Traduit littéralement, ça donne « nombreuses épées, 50 pièces ». L'écriture mycénienne était d'une grande précision.
les textes surprennent par la clarté de leur présentation. Les scribes ont aligné leurs chiffres les uns sous les autres, et chaque nouveau paragraphe est signalé par une ligne libre. Il n'y a aucun texte littéraire, ni prière, ni invocation des dieux, aucune lettre, aucun texte diplomatique et aucune liste de rois. Tous ces textes décrivent les opérations administratives qui concernent directement le palais. Les hommes se servent de tablettes pliantes en bois recouvertes d'une couche de cire. L'épave d'Uluburun en contenait un exemplaire, le plus ancien calepin connu à ce jour. Les marchands transportent ces tablettes sur eux en guise de bordereaux de livraison. Les archéologues n'en avaient jamais trouvé trace ou référence ailleurs que dans l'Iliade de Homère. L'architecture des palais de la Grèce continentale est inspirée de l'Orient. Ainsi, l'imposante citadelle de Mycène et son impressionnante porte des Lions. Le port de Tirynthe, en Argolide, était la plaque tournante du commerce international. Construit en appareil cyclopéen, l'épais mur d'enceinte encerclait la forteresse. Les blocs de pierre sont simplement empilés, sans mortier. Josef Maran, de l'université de Heidelberg en Allemagne, dirige les fouilles de Tirynthe depuis 15 ans. Pour lui, cette galerie à la voûte en encorbellement est le joyau de la citadelle. Dans les magasins adjacents, les seigneurs entreposaient les marchandises. Selon moi, les Mycéniens sont les Romains de l'âge du bronze. Ils ont apporté des innovations dans les domaines de la construction et apporté des techniques jusqu'alors inédites en Grèce, et même au-delà. Ils ont utilisé de nouveaux modes de construction, comme les murs cyclopéens. Ils ont créé des routes, érigé des digues ou détourné des cours d'eau, d'une façon qui est restée sans équivalent longtemps après la disparition de leur civilisation. L'actuelle campagne de fouilles consiste à mettre au jour la zone d'habitation située au pied du mur d'enceinte. Les chercheurs veulent découvrir quel quartier de la ville sommeille sous les déblais. L'archéologue espère apprendre quel type de population a habité et travaillé ici. Les fouilleurs dégagent des éboulis, des tessons d'argile crue. Pensaient qu'il s'agissait d'un quartier d'artisans et plus précisément d'une manufacture de céramique. Les Mycéniens en faisaient commerce, récipients à provisions, pots à anse et autres objets utilitaires en argile. Ce fragment d'ivoire mesure 4 cm à peine. Probablement une étiquette ou un morceau de toise. Des caractères cunéiformes y sont gravés. Ils renvoient à la ville d'Ougarit. Le professeur Maran et son confrère ont découvert d'autres objets ne portant pas la marque des Mycéniens. Comme cette lampe murale de style chypriote, mais dont les analyses ont révélé qu'elle contenait un matériau local. Manifestement, des étrangers avaient leurs ateliers à Tirynthe. L'une des caractéristiques de l'âge du bronze est d'avoir rapproché les peuples. Les distances se sont réduites grâce au développement de nouveaux moyens de communication. La navigation a pris un essor sans précédent. On a créé des réseaux de comptoirs commerciaux qui, à leur tour, ont stimulé la circulation des idées et des biens. L'amélioration du niveau de vie induit une croissance de la population. Une vague de mouvements migratoires traverse toute l'Europe. Des habitants du Péloponnèse se mettent en route vers le nord en longeant les côtes de l'Adriatique. Ils gagnent Moncodonia en Istrie.
Le professeur Henzel de l'Université de Berlin effectue sur place des études d'architecture comparée. Il survole la région pour y repérer de possibles héritages de l'âge du bronze. Le site architectural de Moncodonia, un ouvrage de défense des plus imposants. La construction de la ville a débuté au 2e millénaire avant Jésus-Christ et s'est déroulée en plusieurs phases. L'influence mycénienne y est visible. Les portes ont des points communs avec celles de Grèce continentale. Et les pierres sont empilées sans mortier. La technique était donc connue des habitants de Moncodonia. Un rempart d'1 kilomètre de long ceinture l'ensemble du site. Dans la ville haute habitaient les familles riches. Dans la ville basse, en revanche, les maisons sont serrées les unes contre les autres. Plus de 2000 personnes vivaient ici. Dans les ruines, les archéologues ont retrouvé de la vaisselle en provenance de Chypre et de Crète. Notamment ces larges assiettes à 3 pieds. Les hommes gardaient leur épée de bronze. Les immigrants apportaient avec eux leurs objets courants. Ils n'ont adopté que très progressivement les habitudes locales. Bernard Henzel poursuit son vol de reconnaissance. Cette nécropole a été découverte récemment, à proximité de Moncodonia. Bernard Henzel travaille à sa mise au jour avec des archéozoologistes, des géophysiciens, des architectes et des étudiants venus de Berlin. Les défunts étaient inhumés dans des tombes à coupoles. Les archéologues n'ont trouvé que des os épars, aucun squelette complet. La marque probable d'un culte particulier. Le rite funéraire était-il réservé à l'élite? Seules quelques personnes ont été enterrées. Il s'agit forcément d'un privilège. Il fallait avoir une certaine position sociale. Nous fouillons les tombes pour essayer d'apprendre des choses sur leurs croyances. Pour briser un récipient en 1000 morceaux sur une tombe, il fallait déjà s'emporter. Les proches des défunts fracassaient-ils les poteries dans le cadre d'une cérémonie sacrée? On l'ignore encore. Une chose est sûre, les morts étaient exposés sur des catafalques à l'air libre, livrés aux charognards. Des mois passent, voire des années. Les familles attendent longtemps avant de recueillir les ossements et de les mettre en terre. Dans une tombe, les archéologues ont trouvé des objets en bronze et des perles d'ambre. Moncodonia se trouvait sur une route de négoce. En l'occurrence, la légendaire route de l'ambre, qui traversait l'Europe jusqu'aux rives de la mer Baltique. En bordure de cette voie, Hallstatt, située aujourd'hui en Autriche. À l'époque du bronze récent, soit environ 1200 avant Jésus-Christ, Hallstatt était un grand centre industriel. En 1846, un archéologue découvre au cœur des Alpes un vaste cimetière. Plus de 1000 tombes, dont il fait un relevé minutieux. À proximité se trouve le Salzberg, littéralement la montagne du sel. Et creusée dans son flanc, la mine de Hallstatt, la plus vieille mine de sel du monde. Vers 500 avant Jésus-Christ, elle est le théâtre d'une catastrophe. Un gigantesque glissement de terrain ensevelit tout sur son passage.
Mais l'exploitation du sel à Hallstatt a commencé beaucoup plus tôt. L'historien Anton Kern en a la preuve. Un cordage. Constitué d'écorce de tilleul, il a été tressé il y a 3500 ans. Ce câble est le plus vieux du monde. Il n'a résisté à l'usure du temps que grâce aux vertus conservatrices du sel. Travailler dans ces galeries étroites est un supplice. Hommes et enfants extraient le sel des parois en serrant des torches de sapin entre leurs dents. L'aération est faible. Les torches ne brûlent pas plus de 5 minutes. En voici des restes amoncelés sur plusieurs mètres. Singulière relique d'une exploitation manifestement intensive. Les gens n'avaient pas la moindre possibilité de faire autre chose. Il était très important de maintenir dans un même périmètre les entreprises et les familles. Aujourd'hui, on dirait que l'entreprise possédait tout. Certains s'occupaient de la nourriture, d'autres de l'outillage en bois, d'autres encore de l'outillage en métal. Et il fallait que tout le système fonctionne pour que l'exploitation de la mine soit efficace. Dans la mine de Hallstatt, les archéologues ont mis au jour les premières échelles en bois connues de l'humanité. Les marches font plus d'1 mètre de large. Plusieurs personnes pouvaient y travailler côte à côte. Les chercheurs en ont trouvé plusieurs exemplaires. Elles étaient donc produites en série. Les scientifiques estiment qu'elles datent de 1344 avant Jésus-Christ. À notre connaissance, cette échelle est la plus ancienne qui existe. C'est une construction remarquable. Elle a été fabriquée sans un seul morceau de métal. Il n'y a pas un seul clou ni aucune autre pièce de ce type. Ce n'est que du bois. Et ce qui est formidable, c'est qu'elle est transformable. Les échelons sont amovibles. Ils s'ajustent en fonction de l'inclinaison de la galerie. Autre découverte susceptible d'intéresser les archéologues, les restes d'excréments trouvés au milieu de feuilles d'arbres ou de plantes utilisées pour s'essuyer. Ils ont été conservés par le sel pendant des millénaires. Ces vestiges organiques sont analysés au musée d'histoire naturelle de Vienne. L'examen doit donner des renseignements sur les habitudes alimentaires et sur les maladies des hommes de Hallstatt. On recherche notamment la présence de parasites. Des œufs de ténia témoignent de la consommation de viande crue. Des trichocéphales et des ascarides. Les mineurs partageaient probablement leur habitat avec des animaux. Ernst Wittek est biologiste. Il examine une plante qui pousse tout autour de Hallstatt. Elle appartient à la famille des composacées et affectionne les environnements très humides. Les restes végétaux sont certainement ceux d'une pétasite. Cette plante contient des substances antiseptiques. On l'a probablement utilisée pendant des siècles ou des millénaires comme médicament, ou à d'autres fins, comme papier toilette, pourquoi pas. Les mineurs utilisent la pétasite comme pansement pour soulager la gêne des vers intestinaux. En Bavière, aujourd'hui encore, on l'appelle l'herbe à cul. L'activité au fond de la mine est remarquablement organisée. Chaque jour, des paysans apportent la nourriture aux ouvriers. Ils savent déjà comment conserver les denrées fraîches, avec le sel. Quelques 2000 carcasses de porc ont été suspendues dans ces galeries. La viande était fumée par les flambeaux et les torches. Il n'y avait pas de mouches. Et la température était invariablement de 8 degrés, comme dans un réfrigérateur moderne.
Une fois le sel extrait, comment était-il acheminé? Les habitants de Hallstatt fabriquaient des sacs en peau de bœuf, pouvant contenir des charges de 45 kilos. En dehors du sel, ils faisaient aussi du négoce avec le lard, le jambon et l'ambre importé. Certains deviennent marchands et partent loin, jusque dans le monde égéen peut-être. L'âge du bronze se caractérise par la formation d'unités sociales plus grandes. Il y a des États. Mais avec le transfert des technologies et le commerce, les idées et les cultures se mettent à circuler. La société devient adulte. L'âge du bronze fut un âge d'or, et notre monde moderne lui doit beaucoup. Un âge de conquête, de découverte et d'invention. Car avant d'être de bronze, il était de cuivre et d'étain. Et c'est pour trouver ces deux métaux que les hommes ont pris la mer et développé le commerce. La Méditerranée orientale a connu une explosion économique qui s'est propagée à toute l'Europe. Jusqu'à ce que les revers climatiques et les conflits guerriers précipitent les hommes dans le chaos. La fin de l'âge du bronze. Et que s'est-il passé quand l'âge du cuivre a succédé à l'âge de la pierre? Pour le savoir, plein feu sur la préhistoire de la métallurgie dans un instant.